1968, commando, otage, embuscade, on n'est pas au Vietnam, on est juste à 800 mètres de Séoul. On reprend ça depuis le début. Notre histoire commence en 1953 en Corée. L'armistice est signé et on peut dire que ce fut de haute lutte. Dans l'équation, il faut déjà compter sur Tonton Moustache, alias Staline. Ce charmant petit bonhomme, toujours très jovial, a le don de semer le foutoir dès qu'il apparaît dans un plan. Résultat, les négociations ont bien commencé en 1950, mais le petit père des peuples, lui, a pris un malin plaisir à faire traîner les discussions. Et il faudra attendre 1953, 3 tonnes de café plus tard et la mort de Tonton Moustache pour arriver à un compromis. Fondamentalement, autant le dire tout de suite, personne ne voulait vraiment de cet armistice. Mao s'en tamponne, Tonton Moustache il s'en fout royalement, comme d'habitude, et Papa Ours, le guide suprême du Nord, veut unifier les deux Corées coûte que coûte. Et du côté sud, le président Syngman Rhee rêve déjà du fleuve Yalu comme ligne d'arrivée. Au final, ce sont les nouveaux dirigeants russes qui les premiers lâchent l'affaire. Fatigués du cirque, ils sont suivis par Tonton Panda qui, à force de compter les pertes comme les nouilles froides, comprend que la situation ne bougera plus d'un pouce. Et au final, en 1953, c'est un peu tout le monde qui va pousser Nord et Sud à arriver à un compromis. Même si le Nord et Sud eux-mêmes n'avaient absolument pas envie d'arrêter les festivités. Le traité d'armistice est lui-même une véritable négociation comme au bled. Zone démilitarisée de 4 km de large, interdiction formelle d'introduire dans les Corées de nouveaux armements plus lourds, et la question des prisonniers de guerre va aussi longtemps bloquer la situation. Car même si c'est pas le sujet aujourd'hui, il y a 27% des prisonniers de guerre du Nord et 67% des prisonniers chinois qui refusent de retourner dans leur pays d'origine. Un chiffre énorme contre à peine 1 à 2% chez les Alliés. Les Américains, eux, ne voulaient pas du tout les forcer à retourner au pays, alors que les Sino-Nord-Coréens réclamaient leur rapatriement à tout prix. Sans doute pas pour leur faire des guilou-guilou, loin de là, mais aussi car paradoxalement, ils avaient la Convention de Genève pour eux. Et au final, le traité d'armistice, ça va jusqu'à choisir la couleur de la frisette pour les miradors. Rigolez pas, j'exagère à peine. Et si la ligne de partage avant le conflit c'était le 38e parallèle, il faudra aussi négocier ça aussi, jusqu'au moindre petit lopin de terre. Il est finalement choisi de fixer la nouvelle DMZ sur la ligne de front, autrement appelée ligne du Kansas. Un nom qui n'a rien à voir avec l'état du même nom aux États-Unis, c'était juste le nom de la ligne de défense. Il y avait la Kansas Line, la Wyoming Line, la Utah Line et la Vox Chronica Line. Bon, il y en a une des 4 qui n'existe pas, devinez laquelle. Interdiction d'y stationner des troupes, interdiction d'augmenter les fortifications et d'en construire des nouvelles, maintenance discrète obligatoire et manœuvres interdites à proximité, sont ainsi les grandes lignes du traité de la DMZ. Et ainsi, les deux parties vont soigneusement éviter d'investir un roupie dans la maintenance de la DMZ pendant les années qui vont suivre. Car en effet, depuis l'armistice, la DMZ n'est absolument pas la ligne imprenable qu'on voudrait nous faire croire. C'est plutôt une sorte de foutraque fortifiée à certains endroits, sauvage à d'autres, et c'est une véritable passoire. Ainsi, entre 1953 et 1972, pas moins de 7200 soldats sud-coréens se sont par exemple infiltrés au nord, dont 5300 ne reviendront pas. Contre 700 à 3000 infiltrations du nord au sud, et là c'est plutôt différent. C'est une estimation. Pour le sud, c'est des missions de sabotage qui auront un revers stratégique majeur, vu le nombre de pertes et de soldats qui ne reviendront pas. Et le nord, c'est plutôt des missions de reconnaissance-espionnage, qui, elles, vous allez le voir, seront loin d'être inutiles dans le futur. Quand la Chine se retire de Corée du Nord, laissant Papa Ours devenir seul dieu en son pays, on en parle dans cette vidéo, l'URSS va commencer à armer de manière plus moderne et discrète le Nord. Blague que les Américains sous mandat de l'ONU vont absolument pas trouver marrante. Sous des airs un peu chonchons, ils décident ni plus ni moins de partir d'un constat en 4 points. La Corée du Nord se réarme avec preuve à l'appui l'aide soviétique. 2. C'est une violation du traité d'armistice. 3. Les forces américaines en Corée sont armées comme des brels avec un matériel qui on peut dire est au moins d'époque 1950. Et puisque c'est ça, nous on va stationner des armes nucléaires en Corée avec l'accord de l'ONU. Alors une petite subtilité. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a jamais voté rien du tout dans ce sens. Les Américains sont partis du principe que c'est eux qui avaient un mandat de l'ONU en Corée pour maintenir l'ordre, et donc que si c'était eux qui décidaient un truc, c'était l'ONU qui décidait. Mais jamais personne n'a réveillé l'ONU pendant la sieste à New York pour demander un vote. C'est ainsi que dès à partir de l'année 1958, le constat est assez simple, aucune des deux parties ne s'occupe plus vraiment du paragraphe 13D de l'armistice. Sauf peut-être quand ils vont aux toilettes, mais ça, on n'en sait rien. Au seul détail que personne ne touche au semi-champ de patates de la DMZ jusqu'alors. C'est ainsi dans la joie et la bonne humeur que la Chine plie les Gaules et retourne de son côté du fleuve Yalu. Papa Ours de son côté n'a absolument pas lâché l'affaire, débarrassé des Chinois qui, l'air de rien, lui ont imposé l'armistice. En 1966, le souriant petit bonhomme, désormais seul, va prôner pour une vietnamisation de la Corée, en pompant l'idée sur son grand copain Ho Chi Minh. Jugeant l'accord d'armistice caduc, il prône pour la reprise d'un conflit de manière plus discrète que l'on appellera la guerre irrégulière.
We light up the night, next time we lost stars in the sky. Dream so bright, we're reaching so high. 한패거로가 눈부신 우리의 길. À savoir de faire comme le Nord-Vietnam, d'importer une guérilla au sud, et donc de forcer un soulèvement en Corée du Sud, et on appellera ça la diffusion des conflits. Avec l'espoir que le Sud, alors l'un des plus pauvres pays au monde, classé au niveau PIB entre 85 et 90e rang sur 120, se soulève en la faveur du Nord, qui lui est paradoxalement plus riche entre 65 et 75e mondial. Dès 1964, un premier commando passe la DMZ et fonde le Parti révolutionnaire pour la réunification au Sud, principalement pour y mener une guerre de propagande. Et vous l'avez donc compris, la DMZ à ce moment-là est une véritable passoire, un hall de gare où tout le monde se balade un peu comme il veut. En 1966, la Corée du Sud n'a alors aucun plan pour contrer d'éventuelles infiltrations via la DMZ. Par la mer, c'est encore pire, aucune organisation. En bref, c'est le bordel. Le 2 novembre 1966, une patrouille mixte américano-sud-coréenne tombe dans une embuscade nordiste sur la limite sud de la DMZ. Le bilan y est lourd, 7 morts et un blessé. La même nuit, une patrouille sud-coréenne essuie un accrochage et y perd 2 hommes. Et pour l'attaque initiale, on parle d'une pure stratégie de guerre communiste. Je te résume ça en 2 secondes, on fonce en masse dans le tas et on verra bien ce qui va se passer. Alors je dis pas qu'il y a eu des variantes, comme le on encercle et on fonce massivement dans le tas, ou alors on fait un tour à droite et on fonce massivement dans le tas, mais jusqu'en 2025, la stratégie des armées communistes et de leurs dérivés russes, ça a été ça. On fonce dans le tas, on verra bien ce qui se passe, et la stratégie, on s'en fout. En janvier suivant, un patrouilleur sud-coréen est coulé par l'artillerie côtière, alors qu'il s'est aventuré au nord de la DMZ maritime. Durant l'année 1967, les attaques, environ une par mois, s'enchaînent, toujours selon le même schéma. Des embuscades sur les forces américano-sud-coréennes, toujours sur la limite sud de la DMZ. Donc, sauf s'ils se sont perdus en allant cueillir les champignons, c'est des attaques tout à fait volontaires qui ne laissent aucun doute sur la volonté du Nord. En 1968, nouveau tournant, Papa Ours décide d'engager sa toute nouvelle unité. L'unité 124, une unité commando spécialement composée pour une mission précise, assassiner le président sud-coréen. Alors je vais te remettre les vaches au milieu du pré 2 secondes, ou plutôt la DMZ au milieu des 2 Corées, comme tu préfères. Mais autant je suis le premier à me moquer du côté branquignol des gens, que là il faut l'avouer, l'unité 124 c'est quand même un truc qui est pas trop mal pensé. 31 officiers de l'armée nord-coréenne triés sur le volet, sélectionnés pour traverser la DMZ et aller jusqu'à la Maison Bleue pour y assassiner le président Park Chung-hee. Et selon l'un des survivants, ils étaient formés à courir à 13 km/h très précisément, avec 30 kg de matériel sur le dos. Donc c'est un entraînement à la dure, c'est pas une choupette cancel sur X qui va te casser les bonbons parce que t'as pissé à côté de la cuvette des toilettes. Alors président, faut pas non plus pousser mémé dans les orties, la pauvre. Park Chung-hee, c'est juste un dictateur qui a pris le pouvoir par la force et qui, à partir de 1966, fait face à une opposition de plus en plus bruyante. Donc si tu dormais pas, t'auras compris que Papa Ours n'a pas choisi un si mauvais moment pour engager son unité 124. Ainsi, le 17 janvier 1968, l'unité 124 traverse la DMZ vers 23 h en pleine zone sous surveillance de la 2e division américaine et réussit à passer. Pendant 3 jours, la progression se passe parfaitement bien et incroyablement, la Corée du Sud n'y voit que du feu. À un détail près, 4 frères de la famille Wu sortent de leur village pour ramasser du bois et vont finalement se retrouver nez à nez avec notre unité 124 tranquillement occupée à griller des saucisses dans un petit coin de forêt. Ça va encore, ils auraient pu se retrouver nez à nez avec eux pendant qu'ils étaient en train de couler un bronze. On sauve l'honneur. Ils capturent les 4 garçons, palabres, on les tue pas, et puis finalement ils décident de ne pas les tuer et même de tenter de les endoctriner. Quitte à venir jusque-là, autant que ce soit utile. Ils relâchent les 4 hommes avec promesse de ne surtout pas avertir les autorités, chose qu'ils feront dans les 10 minutes suivantes. Loupé. Le commando réussit alors à échapper aux recherches et à continuer sa progression avec par moins de 2, puis 3 divisions de l'armée coréenne à ses trousses. Échappant de manière miraculeuse à la traque, le commandant de l'unité décide alors d'activer son plan B, car c'est quand même de plus en plus chaud et l'effet de surprise n'est plus avec eux. Et là, ils vont enfiler des tenues de la 26e division d'infanterie sud-coréenne, qui est basée dans le secteur. Donc ils sont pas venus les mains dans les poches et ils vont se faire tout simplement passer pour une patrouille qui est à leur recherche. Et c'est ainsi, après une aventure digne du dernier K-drama, que le 21 janvier 1968 à 22 h, l'unité 124 arrive aux abords de la présidence. Le chef de la police tente de les interroger, il est abattu, une bataille rangée s'ensuit, elle fera plus de 26 morts. L'unité 124 bat en retraite sans avoir vraiment pu exécuter sa mission, étant de s'en retourner alors vers le nord avec à peu près la moitié de l'armée sud-coréenne aux trousses. Le lendemain, la traque est lancée. L'un de ses membres, Kim Shin-jo, est capturé alors qu'il est caché chez un civil. Pendant que la majorité des membres sont tués au cours des jours suivants, un membre seulement, Park Jae-jong, réussira à rentrer au nord
où il deviendra militaire de très haut rang. King Shinjo, quant à lui, finira sa vie au sud en devenant pasteur. Il sera considéré comme ayant juste suivi les ordres. Mais alors que le scénario de notre K-drama n'est pas assez compliqué, eh bien, elle va encore s'aggraver. Au même moment, l'USS Pueblo est alors en mission d'espionnage au large des côtes nord-coréennes depuis quelques jours, avec pour mission de capter les signaux radio et surtout de ne pas entrer dans les eaux territoriales du Nord ou de l'URSS. Alors l'USS Pueblo, c'est pas un foudre de guerre, c'est juste un vieux rafio qui date de 1944 qu'on a remis en service, qui n'est quasiment pas armé et incroyablement lent. Malgré avoir frôlé à plusieurs reprises des navires civils ou même militaires nord-coréens, tout se passe bien jusqu'à ce qu'un patrouilleur du Nord l'intercepte par la force, tuant dans l'opération un membre d'équipage.